Bonjour, c'est Christelle Cronier. Aujourd'hui, je retrouve Juliane, la CEO de Ania, une société vertueuse et solidaire qui produit une nouvelle marque de thé, pas comme les autres. Bonjour Julie. Bonjour Christelle. Vous venez de lancer votre marque de thé, Ania. Vous êtes franco-chinoise, vous habitez à Paris. Comment est-ce que vous avez monté ça ? Alors en fait, moi, je baigne dans le thé depuis toute petite. On boit du thé dans la famille, c'est profondément enraciné. Moi, je suis franco-chinoise, effectivement, je viens du Yunnan. Le thé a été découvert dans le Yunnan il y a 5000 ans par l'empereur Shennong, qui était, je dois vous dire, initialement le père de la médecine chinoise, parce que avant, le thé était utilisé comme médicament. C'est seulement à partir de la dynastie Tang au 7e siècle qu'on l'a utilisé comme boisson pour la cour impériale notamment et l'élite chinoise. Et donc on boit ça depuis 5000 ans dans ma région. Donc c'est à la fois profondément enraciné dans cette région et dans ma famille, puisque ma tante a investi dans le thé depuis maintenant une vingtaine d'années, et mon oncle est un grand collectionneur de thé. Et moi j'ai déjà monté quand j'avais 25 ans une première boîte à Pékin, qui était un tour opérateur qui faisait venir des touristes chinois en Europe. Et quand j'ai pu la revendre et avoir un peu d'économie, j'ai voulu que mon prochain investissement était celui qui serait autour du thé et rejoindre des investissements familiaux. Donc il y a 3 ans, j'ai investi aux côtés de ma tante dans les plantations de thé. Qu'est-ce que votre thé a de différent par rapport aux autres ? Qu'est-ce qu'il a de novateur ? Alors nous, on travaille qu'avec des thés qu'on appelle rares et grands crus, c'est-à-dire que ce sont des thés qu'on ne trouve pas ailleurs. Voilà. En fait, voilà. Ce que vous devez savoir, c'est que dans le Yunnan, comme on boit du thé depuis 5000 ans, c'est la seule région au monde où on a ce qu'on appelle des forêts de théiers millénaires. Il y a des forêts de thé qui ont plus de 1000 ans. Je crois que l'arbre de thé le plus vieux a 3200 ans. Et ça ne se trouve nulle part ailleurs. En revanche, comme c'est considéré comme un trésor national, le gouvernement chinois a protégé ces forêts, et donc au-dessus de 1000 ans, on n'a plus le droit de les cultiver. Et par ailleurs, il faut une autorisation du gouvernement même pour se promener dans cette forêt de thé. Mais en revanche, en dessous de 1000 ans, on peut les cultiver. Et donc dans nos plantations, nous avons des arbres de thé qui ont entre 300 et 600 ans d'âge. Et ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et ça, c'est une richesse qui est propre au Yunnan et qui sont notamment dans nos jardins de thé. Et on a également ce qu'on appelle un processus particulier, c'est-à-dire qu'on les cueille selon la cueillette impériale. Ça veut dire que pour nos bourgeons, on les cueille que 2 jours par an. Donc évidemment, ça crée énormément c'est ce qui fait la valeur du thé. Parce qu'en fait, le thé, il se cueille du printemps à l'automne. Et l'hiver, on le laisse en état de repos et d'hibernation. Et du printemps à l'automne, il est cueilli tous les jours. Donc les 2 premiers jours de la récolte du printemps sont considérés comme les plus frais et les plus purs, parce qu'ils ont eu tout l'hiver pour se régénérer en nutriments et en huiles essentielles. Et donc ce sont également les plus prisés, parce que c'est ceux qui sont à la fois les plus riches en nutriments, mais c'est ceux qui symboliquement, en Asie, sont considérés comme le début du renouveau. Donc symboliquement, c'est très important. Parce qu'en Asie, le thé, c'est bien plus qu'une boisson. C'est un art de vivre, c'est une philosophie, et donc tout est lié par rapport à ça. Et donc d'avoir les premières cotes 2 premiers jours, c'est extrêmement précieux. Et c'est ceux sur lesquels on se focalise dans certaines de nos plantations. Voilà. C'est un thé, dit-on, qui garde toute son énergie ? Exactement, et c'est ça. On appelle ça le cha-chi, qui est l'énergie du thé, et qui se ressent. Et c'est d'ailleurs, on parle beaucoup d'énergie de thé en Chine et au Japon notamment, et ça a été quelque chose de très important, puisque vous avez eu l'occasion de regarder nos cérémonies du thé. La cérémonie du thé, que ce soit en Chine ou au Japon, est très inspirée de la philosophie bouddhique, confucianiste et taoïste. Et c'est d'ailleurs notamment les moines qui ont grandement contribué à la diffusion du thé, parce que justement le thé, il a cette propriété-là, à la fois stimulante, puisqu'elle réveille, donc ça permet de tenir sur les longues heures de méditation, et à la fois apaisante, et donc de canaliser les esprits. Et donc d'avoir à la fois ces 2 attributs, c'est vraiment parfait pour le thé, et puis je pense pour n'importe quelle personne aujourd'hui. Vous êtes une jeune entrepreneuse de 33 ans, avec peut-être une famille ou des parents qui ne vous destinaient peut-être pas vers ce métier. Je crois qu'ils auraient préféré que vous soyez docteur ou avocat.
Alors comment est-ce qu'on se lance? Comment est-ce qu'on quelque part on a on va dire les couilles de se lancer dans le métier d'entrepreneur? Alors effectivement, à la base, je me destinais à être avocate. J'avais fait tout le parcours M2 droit des affaires à Paris 1. Je préparais le barreau. J'étais à 2 doigts de passer le barreau. Et puis, et juste avant de le passer, j'ai fait un stage avec des avocats justement pour comprendre un peu le métier d'avocat. Et il y a eu ce moment-là que je me souviens très bien, où on était dans une salle de réunion avec les avocats et le client en question, qui était un dirigeant. Et là, il y a eu le truc où je me suis rendu compte, waouh, je suis du mauvais côté de la table. Je veux être à la place de cette personne-là. En fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je n'avais pas la personnalité, ou en tout cas le caractère d'un conseiller, mais plutôt d'un créateur. Je ne voulais pas être celui qui était à côté et qui conseille les choses. J'avais envie de prendre les décisions à la place. Et au final, en fait, je pense que c'est propre à nous, en fait, propre à chacun. Et quand je me suis rendu compte que j'étais du mauvais côté de la table, c'est là que j'ai voulu être entrepreneur. Et j'ai eu une approche assez pragmatique. Je suis partie voir pas mal de mes amis qui travaillent dans le monde du private equity, qui investissent chez les entrepreneurs, pour comprendre un peu les trends du marché. Et donc je leur ai dit, bon alors, je sais que je vais être entrepreneur, mais je ne sais pas ce que je veux faire, et qu'est-ce que vous me conseillez, quels sont les trends en ce moment. Et effectivement, le feedback universel qui revenait, c'était, Julie, tu as eu la chance d'avoir cette double culture franco-chinoise. Aujourd'hui, tout le monde veut le marché chinois, et parce qu'il y a un fossé culturel et un gap culturel qui est assez important, il y a beaucoup de sociétés françaises, européennes et américaines qui tentent d'accéder au marché chinois, mais qui n'arrivent pas à y parvenir. Et toi qui as cette double culture, ce sera beaucoup plus facile pour toi de monter une boîte en Chine, et que si elle commence à réussir, de pouvoir la vendre facilement à un groupe européen. Et du coup, c'est comme ça que je suis partie à Shanghai, d'abord en faisant en tant qu'analyste dans un groupe de conseil d'investissement, et ensuite dans le tourisme, quand je me suis rendu compte qu'il y avait cette opportunité de marché. Donc voilà, c'est venu de fil en aiguille, mais effectivement, initialement, je devais être avocate. Ma mère pensait que j'étais une folle d'abandonner ce parcours pour prendre le chemin risqué et insinueux de l'entrepreneuriat. Et au final, quand j'ai monté la boîte et que je commençais à avoir du budget et que ma mère, finalement, je l'ai embauchée, ça a été une de mes premières salariées. Là, elle était un peu plus contente de moi, on va dire ça comme ça. Voilà. Et ma mère était une de mes premières salariées. Et aujourd'hui, même si je suis partie et que je monte une autre boîte, ma mère, elle continue d'être dans l'équipe, et c'est elle qui a pris ma place. Donc je suis assez contente de ça, pour le coup. Et tout part aussi d'une observation en fait de la vie avec vous. Lorsque vous étiez à Paris, vous avez observé des bus qui passaient avec des Chinois dedans, et vous êtes dit tiens, je pourrais faire autrement au niveau des voyages pour aider sur ce sujet-là. Oui, absolument. Vous, en tant que Parisien, on les voit tous ces bus remplis de Chinois qui viennent en masse. Moi, ça m'a attristé, honnêtement. Moi, j'en ai parlé à quelques-uns. C'était assez terrible. Ils venaient, ils s'arrêtaient devant la Tour Eiffel. Ils avaient 10 minutes pour prendre des photos. Ensuite, ils repartaient dans le car. Ils s'arrêtaient 10 minutes aux Champs-Élysées. Ils reprenaient des photos. Ils remontent dans le car. Ensuite, évidemment, ils vont à Lafayette et ils font leur shopping. Et ils remontent dans le car. J'ai pas trouvé ça comme une belle expérience pour eux. Et puis c'est intéressant, puisque quand on regarde les stats, on voit ces Chinois-là, c'était 60% des Chinois qui ont vu la France de cette façon-là sont repartis déçus. Parce qu'en fait, la France, elle a un superbe atout. Elle jouit d'un rayonnement international qui est extrêmement puissant. Et il est particulièrement aimé par les Chinois. Les Chinois est fasciné par l'histoire européenne, et particulièrement française, pour tout ce qu'elle incarne, sa richesse culturelle, littéraire et son romantisme. Mais en revanche, quand elle vient à Paris et qu'elle est traînée de droite à gauche dans des cars, elle n'a pas cette vraie expérience française. Et c'est pour ça que quand je montais les boîtes, on est parti sur des packages beaucoup plus innovants, où voilà, le but c'était vraiment que les touristes chinois aient une vraie expérience de la France. Pour entreprendre, vous vous êtes rendu compte d'une certaine manière que vous aviez besoin évidemment de tous les atouts, on va dire concrets d'un entrepreneur, mais aussi d'aller chercher peut-être un peu plus de spiritualité. C'est pour ça que vous êtes parti
au Népal un certain moment avec des moines pour vous construire intérieurement et repartir peut-être sur une société, une nouvelle entreprise que vous alliez lancer, Anya, d'une façon un petit peu différente? Oui, ça a été une expérience assez incroyable. D'ailleurs, je vous le recommande vivement et je le recommande à n'importe quelle personne. Je suis partie vivre au Népal en 2019 pendant 2 semaines dans un monastère à Katmandou. Et c'était une expérience transformatrice. On se levait tous les matins à 5 heures du matin et on faisait de la méditation. Et ensuite, on avait un cours sur le bouddhisme qui est beaucoup plus une philosophie de vie qu'une religion. Et ensuite, l'après-midi, on se mettait en petits groupes et on avait des sujets. Et on devait débattre sur ce sujet-là. Par exemple, on avait des sujets comme la mort, aider son prochain, mais des sujets très intéressants. Et on devait débattre dessus. Et c'était un vivier de personnes qui venaient d'horizons très différents, de pays du monde entier, avec chacun leur propre bagage émotionnel. Et on se concentrait sur ça. Et c'était très beau. J'ai eu 2 très belles leçons qui m'ont marqué. Moi, je suis venue à la base. Pourquoi je suis venue dans le monastère? C'était pour y trouver des clés. Je me suis rendu compte que j'avais effectivement ce que je voulais, que j'avais atteint les objectifs que je m'étais fixés. Et pour autant, je me sentais pas heureuse. Et j'espérais dans le monastère trouver des clés. La première, c'est celle de l'amour. Et en fait, il faisait la différence entre l'amour et l'attachement. Il nous disait qu'en fait, la plupart du temps, on aime quelqu'un, but because how they make me feel. On l'aime par rapport à ce qu'il me fait ressentir. Le moment où il me fait sentir mal, où il me fait sentir pas bien, je ne l'aime plus. Donc c'est un amour égoïste. Parce que je l'aime uniquement parce qu'il me fait du bien. S'il me fait du bien, il m'a fait du mal, je le quitte, je ne l'aime plus. Mais ça, ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est je l'aime indépendamment de ce qu'il me fait ressentir. C'est-à-dire que même s'il me fait souffrir, je vais continuer de l'aimer. Et ça, c'est de l'amour bouddhique. Et c'est de l'amour désintéressé. C'est la différence entre l'amour égoïste et l'amour bouddhique. Et ça, j'ai trouvé ça très beau. Parce qu'à partir du moment où on est capable d'aimer n'importe qui, indépendamment de ce qui nous fait souffrir, eh bien là, on est capable d'aimer tout le monde et on ne souffre plus. Et la deuxième, c'est celle du bonheur. En fait, on fait souvent dépendre notre bonheur de choses extérieures. Un succès professionnel, une personne aimée, des objets matériels. Mais le problème, c'est que comme le monde est par définition changeant et impermanent, si on dépend notre bonheur sur des choses extérieures, notre bonheur sera toujours instable. Et donc si on veut véritablement être heureux, le bonheur doit dépendre de nous. Et c'est à partir de nous que nous devons le faire rayonner de l'extérieur. Et pas dans l'autre sens. Et le problème, c'est que les humains, on a tendance à le faire dépendre dans l'autre sens. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui sont heureuses au final. Et ça a été des leçons assez incroyables, puisque on a ces leçons-là, et puis ensuite on médite pendant des heures dessus, et on en débat, et ça crée des nouvelles portes. Et puis aujourd'hui, même, ça m'a beaucoup aidé pour ma deuxième entreprise. La première, je l'ai clairement fait pour des raisons... je voulais réussir, clairement. Et la deuxième, elle est beaucoup plus alignée avec ce que je suis. Déjà, je le fais avec ma famille, que j'aime particulièrement. Ça me tient beaucoup plus à cœur. Les 5 plantations dans lesquelles on travaille, je connais les producteurs, je connais les fermiers, leurs familles, leurs enfants. Bien sûr, je suis attachée et j'ai travaillé avec eux. J'arpente les jardins depuis que je suis toute petite. C'est quelque chose qui m'émeut profondément, et on a un pan avec Anya où on redistribue justement les bénéfices aux fermiers sous différentes formes, donc à la fois sous forme de subventions, à la fois sous forme de formation pour les aider à mieux gérer leur plantation, et pour aider leurs enfants à aller à l'école. Et ça, c'est quelque chose auquel j'avais pas du tout pensé pour la première boîte, et là je suis contente de l'incorporer dans la deuxième parce que ça fait sens, et ça me rend beaucoup plus heureuse de faire ça comme ça. Vous vous êtes lancé en tant que jeune entrepreneur, avec en plus, on va dire, peut-être une difficulté supplémentaire, qui est justement de faire le lien entre 2 pays, la France et la Chine. Beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent en fait font d'abord leurs produits, en fait, on va dire, en France, et puis après s'exportent à l'international, et vous avez tout mêlé dès le départ. Est-ce que ça a été compliqué pour vous? L'essence du thé est en Chine. Les plus grands crus
se trouve en Chine. Et c'est une richesse incroyable. Et malheureusement, ces thés-là sont encore méconnus en Europe. Donc pour moi, c'était une évidence de les faire découvrir en Europe. Donc, est-ce que vos thés sont vendus à la fois en France et en Chine ? Les thés sont vendus en Chine, mais ils sont méconnus en Europe, donc on les distribue à travers Anya en Europe pour les faire connaître. Vos thés, ils ont des noms très poétiques. Et votre thé blanc, il a une particularité ? J'aime particulièrement notre thé blanc au jasmin, Nude Jasmin, qui est fait dans une de nos plantations du Fujian. J'avais assisté à leur récolte une fois, c'est très beau à voir. En fait, on comprend les bourgeons de thé blanc les premiers jours du printemps, ils se cueillent que 2 jours par an. Ensuite, on les stocke, parce que le jasmin, lui, se cueille l'été. Donc on attend l'été, et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous balader le soir dans le sud de la France, on sent particulièrement le jasmin la nuit. Parce qu'en fait, le jasmin, il a cette particularité d'émettre le plus d'huiles essentielles pendant la nuit. Alors, ce que font nos fermiers, c'est qu'ils attendent l'été et ensuite ils vont cueillir les jasmins pendant la nuit et ils vont mettre un lit de jasmin sous notre lit de bourgeons de thé blanc qui vont faire naturellement s'imprégner de leur parfum pendant 7 nuits de suite. Et ça, c'est un processus traditionnel qui est issu de la dynastie Tang et qui se fait de moins en moins parce que ça demande du temps, de la main-d'œuvre, mais ça crée une subtilité et une délicatesse dans le goût qui est incroyable. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, ce qu'on voit dans les thés blancs, dans les thés au jasmin, c'est qu'ils rajoutent de l'arôme de jasmin ou ils rajoutent du jasmin. Et là, il n'y a pas du jasmin. C'est juste du bourgeon de thé blanc qui a été naturellement imprégné du parfum de jasmin pendant 7 nuits de suite. C'est très beau. Ça donne envie de tester. Où est-ce qu'on peut trouver vos thés pour pouvoir les déguster ? Vraiment, on se dit qu'il va falloir qu'on se mette tous à la cérémonie du thé. Alors donc nous, nous faisons des cérémonies du thé dans notre hôtel particulier dans le 7e arrondissement rue de Varennes pour nos clients. Ça c'est une expérience absolument à faire. Et pour ceux qui n'auront pas eu cette chance, vous pouvez déjà nous trouver en ligne. Et à partir de l'année prochaine, dans la plupart des palaces parisiens et dans les grands magasins haut de gamme. En ligne sur votre site qui est agnaparis.com. En tant qu'entrepreneuse, vos objectifs aujourd'hui, quels sont-ils ? En fait, au final, chaque jour, on apprend nos erreurs, on grandit et on évolue. Et je me suis rendu compte que mes objectifs de vie aujourd'hui, en tout cas le sens que je donne à ma vie, sont très différents aujourd'hui que ceux qu'ils étaient il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Il y a 15 ans, et ils vont probablement être différents dans 5 ans également, puisque je vais continuer d'évoluer. Donc c'est une question qui est pas facile à répondre, mais voilà, l'essentiel pour moi, c'est d'avancer, d'apprendre en tâtonnant. Si vous aviez un conseil, un seul à donner aux jeunes entrepreneurs qui se lancent, quel serait-il ? La quête de sens, elle est très propre et personnelle à chacun. Elle est très subjective. J'ai lu un livre qui était assez fabuleux qui s'appelle Man's Search for Meaning de Viktor Frankl. Donc, la quête de sens pour l'homme. Viktor Frankl était un neuroscientist extrêmement réputé en Autriche, qui a été juif, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été déporté à Auschwitz. Et comme c'était un professeur éminemment connu dans le monde académique, il avait obtenu un visa pour partir aux États-Unis. Et par loyauté, il a refusé ce visa et il est parti à Auschwitz avec sa famille. Et heureusement, il a survécu de cet épisode. Et il a écrit un livre qui s'appelle Man's Search for Meaning, où on voit son expérience d'Auschwitz sous l'œil d'un neuroscientist. Et c'était très intéressant, en fait. Vous voyez, il parlait d'une femme qui disait si d'ici décembre, les Américains ne nous ont pas libérés, c'est qu'on nous a oubliés. Et on était en février ou mars, elle a tenu jusqu'à décembre. Et quand elle s'est fixée deadline et elle a vu que personne ne l'a libérée, la semaine d'après, elle est morte. Et donc, en fait, son cerveau avait décidé d'abandonner et elle a tout lâché après. Et il y avait d'autres images assez frappantes où il disait justement que des personnes qui avaient l'air le plus costaud physiquement étaient paradoxalement parfois les premières à mourir, et les personnes qui étaient les plus frêles étaient celles qui tenaient le plus longtemps. Et qu'au final, ce n'était pas ta force physique qui te faisait tenir, mais c'était ceux qui avaient réussi à développer une force intérieure qui les faisait tenir.
Et à partir du moment où tu arrives à trouver un sens dans ta vie, ça, c'est une force qui est plus fort que tout. Et ce sens-là, en revanche, c'est quelque chose de très subjectif et très personnel à toi-même. Et c'est pour ça que quand on me dit quel conseil vous pouvez donner, moi je peux me donner un conseil à moi, mais je peux pas donner un conseil aux autres parce que chacun a sa propre histoire, chacun a son propre background. En tout cas, je pense que le plus important, c'est de s'écouter soi-même et de se donner à fond par rapport à la personne qu'on est. Effectivement, comprendre qui on est. Et une fois qu'on a compris qui on est, aller à fond dans ce sens-là. Et c'est un chemin qui est perpétuel, parce qu'au final, on arrivera... Tous les jours, on apprend à se connaître un peu plus et à comprendre encore mieux qui on est et qu'est-ce qu'on veut. Et c'est ça qui est beau, puisqu'au final, on essaye d'atteindre cet idéal qu'on n'atteindra jamais. Mais l'essentiel, c'est d'essayer de grandir et d'arriver petit à petit dans ce pas-là. Et donc, je pense que l'essentiel pour un entrepreneur ou pour chaque personne, c'est d'avancer à fond dans ce qui est aligné à toi et à tes valeurs. Je pense que le plus important, c'est de ne pas avoir de regrets dans sa vie, donc de ne pas hésiter. Moi, ma pire hantise, c'est de me voir à 75 ans, et me regarder dans la glace et de me dire waouh, la vie est passée en un clin d'œil et j'ai rien fait de ma vie. Et d'être une femme pleine de regrets. Et ça, je ne le voudrais jamais. Au final, le plus important, c'est d'avancer. Et peu importe si on fait des erreurs, au moins, on n'aura jamais eu de regrets. Merci beaucoup Julie et longue vie à Anya. Merci Christelle. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.